Alors, bonjour, bienvenue dans la dernière saison en date de la série à succès de drama qui est Le Média. Le Média, cette plateforme d'information tournée à gauche, qui était à l'origine créée en 2018 par notamment Sophia Chikirou et Gérard Miller, en émanation un peu directe de la France Insoumise, qui s'est assez vite détaché de ce parti politique pour être un peu plus indépendant, mais toujours tourné très à gauche, avec une structure qui s'est organisée au fur et à mesure des années pour donner plus de place, de pouvoir aux salariés. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la structuration qui a évolué, mais qui a pu entraîner aussi quelques conflits. Donc c'est une structure qui diffuse principalement sur YouTube, mais également est diffusée sur la télé, sur le bouquet Free et Molotov TV. Ils avaient demandé à venir sur la TNT, mais malheureusement ça a été refusé cette année. Ceux qui n'ont pas suivi les précédentes saisons vont être peut-être un peu perdus. Je ne peux pas tout résumer parce que ce serait trop long, mais on a déjà eu quelques saisons qui ont été très fortes en rebondissement. Puisqu'il y a eu plusieurs épisodes, saison entière, de coupage de tête, on a eu Audrieux, il me semble, que j'avais pas suivi ça à l'époque, moi je suis arrivé après. Donc il y a Audrieux qui a été un peu difficile, parce que tout se passe en public. Pourquoi on en parle, c'est que tous les dramas sont bien sûr diffusés en public et en direct. On peut assister à tous les rebondissements. Donc une première coupage de tête. Après, il y a eu l'épisode Shikiru qui a été également, on va dire, écarté gentiment avec quand même un peu de violence, qui a fait pas mal de remous, qui a été notamment écarté avec à la manœuvre Aude Lancelin. Aude Lancelin qui a été l'héroïne de la saison d'après, puisqu'elle s'est fait gentiment remercier avec perte et fracas, encore une nouvelle fois, et avec tout diffusé en public et en direct. Elle s'est fait notamment gentiment remercier avec la participation de Denis Robert. Denis Robert, qui est le héros de la saison d'après, de la saison suivante, qui lui, à son tour, s'est fait gentiment couper la tête. Toujours pareil, avec moult détails en public, en direct et en live, qui a fait que ça a beaucoup, beaucoup parlé. Et donc, on arrive à la nouvelle saison, avec comme protagoniste Kwamuo, excusez-moi si je prononce mal son nom, Théodore Kwamuo, qui est un ancien du média, parce que lui, il a assisté à toutes les saisons. Il est arrivé en 2018 à la création, et donc ça fait 7 ans qu'il est au média. Il a été protagoniste, excusez-moi, dans toutes les saisons, avec un rôle plus ou moins marqué. Encore une fois, les saisons datent un peu de quelques années, donc on ne se souvient pas de tout. Mais moi, personnellement, il m'avait laissé une image un peu autoritaire dans ses participations aux différents dramas. Pas forcément une très bonne image, mais comme je ne suis pas forcément ce travail, c'était qu'un a priori, on va dire, et je ne peux pas juger tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est le nouveau protagoniste, puisqu'il a participé, bien sûr, à l'éviction du précédent. Donc, comme la chaîne se répète à chaque fois, celui qui participe à couper la tête du précédent se fait couper la tête la saison suivante. Et donc, c'est toute cette introduction un peu longue, mais encore une fois, il y a beaucoup de choses à discuter, pour donner des informations sur le nouveau drama. Donc, j'ai essayé de réunir toutes les informations, puisque en quelques jours, là, c'était le 9, 10, 11 juillet. Là, moi, je tourne le 11 juillet, donc vous aurez sans doute la vidéo le 12 juillet. Il y a eu un certain nombre déjà de communications en public, chaque partie voulant communiquer sur les maltraitances que lui fait subir l'autre partie. Dans ce panier de crabes, on ne sait pas comment ça doit être de vivre vraiment là-dedans, dans cette ambiance où chaque fois, il y a une nouvelle drama. Donc, il y a déjà un communiqué, le média du syndicat CGT. Donc, le média
Questionner une politique managériale violente est un droit fondamental pour les travailleuses. Qu'est-ce que ça annonce? Donc, communiqué du collectif des journalistes du média. Les travailleurs et travailleuses du média ont vécu plusieurs crises symptomatiques d'un collectif en développement jeune dont certains individus ont voulu par le passé instaurer des rapports de domination rejetés par le collectif. Alors oui, c'est un collectif jeune, c'est un collectif qui veut fonctionner en collectif. Le problème de ce genre de collectif, dans le monde du journalisme, c'est que ça repose beaucoup sur des grosses personnalités. Des gens avec des égos très développés. On a évoqué Madame Chikirou, Sophia Chikirou, qui est quand même un peu d'utilité publique. Elle a un gros caractère, un assez gros ego. On a eu Aude Lancelin qui est arrivé aussi un peu comme star déjà des médias et donc qui est arrivé avec sa notoriété, donc sa position un petit peu de domination et d'autorité. Et pareil, Denis Robert, une grosse star du journalisme qui est arrivé et tout ça, à chaque fois, on rapporte des gros égos et bah, des gros égos dans un collectif, souvent ça fait des dégâts. Et donc, a priori, Théodore Kouamouo a dû, ou Théophile, excusez-moi, Théophile Kouamouo, Théophile Kouamouo, excusez-moi, j'ai dû, j'ai dû vérifier pour bien épeler son prénom et son nom, on ne va pas lui manquer de respect dans tout ça. Donc Théophile Kouamouo, qui a sans doute développé également un certain ego. Encore une fois, moi je ne l'ai pas suivi suffisamment pour en juger. De toute façon, on ne le voit que dans ses reportages, dans ses magazines. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est l'image un peu que j'avais ressentie, moi, dans les différents échanges virulents qu'il y avait eu les saisons précédentes. Donc voilà, le principal problème, c'est un collectif jeune qui veut fonctionner en collectif, qui est encore en construction et qui fait appel à des gros égos. Depuis plusieurs années, les équipes travaillent dur à assainir l'entreprise et cela fonctionne. Le média est un outil de travail qui appartient à ses travailleurs, c'est historique. L'élection du directoire en mai le prouve, plusieurs salariés aux différents âges, rangs hiérarchiques, métiers, origines, ont présenté leur candidature pour faire partie du directoire de la coopérative. Parce que voilà, ils fonctionnent en coopérative, il n'y a pas vraiment de patron, c'est des élections au sein de collectifs. Ils ont été élus au terme d'une AG des travailleurs-travailleuses démocratiquement. Une dizaine de journalistes ont soumis au vote une motion de défiance à propos de leur rédacteur en chef et ses techniques managériales violentes. Donc c'est Théophile Kouamouo. Ceci n'est pas un énième drama aux médias, dont les travailleuses sont fatigués, voire traumatisés. Je le comprends tout à fait, ça doit être très traumatisant. J'en rigole un peu, je prends le ton de l'humour, mais concrètement, je plains vraiment les gens qui doivent y travailler. Puisque ça doit faire vraiment une ambiance délétère avec des violences psychologiques, des harcèlements, un clanisme, vraiment des groupes, des clans qui doit être très dur à vivre. Donc j'apporte soutien à toutes les personnes qui sont traumatisées. Je m'excuse déjà d'en rigoler un peu, mais on n'est pas dedans malheureusement pour en faire autrement. C'est une énième volonté d'assainir l'entreprise et d'en finir avec les derniers vestiges de la toxicité qu'a connu ce lieu. Si les salariés prennent ce risque, c'est bien parce qu'ils tiennent à ce projet et y mettent toute leur énergie. Nous savons que le média ne tient que sur les dons et abonnements et ne doit pas décevoir son public. C'est pour cela que nous décidons de ne pas taire nos démarches et de ne pas en faire un tabou. Parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les socios, c'est les gens qui donnent des dons aux médias et sur lequel le média fonctionne grâce à ces dons. Et les socios ont été, on va dire, un peu brinque-ballés à chaque épisode de drama. Et je ne sais pas comment le média continue à réussir à survivre avec avoir des donateurs qui financent finalement toutes ces saisons. Parce que qui dit à chaque fois drama, dit prud'homme, dit démarche, dit avocat, etc. Avec une partie sans doute significative des dons partent dans ces démarches-là. Notamment, il y a eu des décisions de prud'homme en plus qui ont payé des grosses sommes
à des gens qui se sont fait dégager. Et tout ça, c'est un peu les mécaniques dedans. Et outre tout ça, il y a des accusations de violence, de maltraitance, de fonctionnement finalement pas très cohérent avec les valeurs de gauche. Et pourtant, les gens ont continué à donner et ont continué à fonctionner. Nous continuons. Nous sommes fiers du travail accompli et souhaitons que le média se développe et ancre la riposte médiatique contre le libéralisme et l'extrême droite qui tiennent les médias à les discours dominants. Le collectif est très attaché aux valeurs du média et fait en sorte de les appliquer au quotidien. Les travailleurs et travailleuses du média méritent reconnaissance et management sain. Donc ils définissent pas trop les violences, ce qui s'est passé, etc. Mais en tout cas, ils disent qu'il y a une motion de défiance contre le rédacteur en chef, donc Théophile Kouamouo, qui est soumise au vote donc pour le 11 juillet. Nouvelle publication, toujours le jour même, le 10 juillet, le média intersyndical soutient la motion de défiance. Donc ça a été déposé le 9 juillet et le commentaire le 10 juillet. Le mercredi 9 juillet, un large collectif de journalistes du média a déposé une motion de défiance à l'encontre du rédacteur en chef, Théophile Kouamouo, soumise au vote de la rédaction jusqu'au vendredi 11 juillet. Cette démarche s'inscrit dans une tradition démocratique propre au fonctionnement des rédactions. Elle est l'expression collective d'un malaise, elle doit être entendue et respectée. L'intersyndicale soutient cette initiative légitime qui exprime le rejet d'un mode de direction autoritaire, conflictuel, disqualifiant et profondément nuisible au travail collectif. Ces pratiques managériales sont incompatibles avec les valeurs que porte notre média. Il s'agit d'une démarche constructive portée par des journalistes qui veulent faire du média un espace de travail sain à la hauteur des idéaux défendus à l'antenne. Si ces salariés ES osent aujourd'hui prendre la parole, c'est parce qu'ils et elles croient sincèrement en ce projet collectif. Nous dénonçons fermement une énième tentative d'intimidation de la part de Théophile Kouamouo, qui a rendu public un communiqué mensonger et insultant sur ses réseaux avant même la fin du vote. Sa posture est indigne, d'autant plus qu'elle vise à faire taire des critiques portées, dans leur immense majorité par des travailleurs racisés, jeunes, précaires, LGBT, féministes, attachés aux valeurs d'émancipation, de solidarité et de démocratie. Voilà, il dit ça parce que on va voir ensuite forcément la communication de Théophile, et dans sa communication, il y a notamment des attaques contre les précaires, en disant que le média fait des attaques contre les précaires et contre les personnes noires, donc il parle de racisme négrophobe, en plus d'attaquer des personnes en précarité. Nous ajoutons que tous les techniciens et salariés non-journalistes de l'intersyndicale sont également témoins du climat décrit dans la mention de défiance et partagent ce constat. Décrit, on n'a pas vu de faits concrets, mais apparemment il y a un climat de violence. Nous refusons l'idée qu'un seul homme puisse incarner ou résumer l'histoire du média. Ce projet est une œuvre collective portée par toutes celles et ceux, visibles ou non, passés ou présents, qui y ont contribué. Nous continuerons à le faire vivre et à le défendre ensemble. C'est vrai que, vu son ancienneté et vu toutes les têtes coupées, c'est un peu le daron de la boîte maintenant. C'est un peu le survivant. Un peu comme Highlander, tout le monde s'est fait couper la tête, il a pris tout leur pouvoir et il a survécu, quoi. Le média appartient à ses travailleurs et à ses sociétaires, pas à ceux qui veulent imposer le silence. Voilà, donc déjà, pas mal beaucoup de blabla finalement pour rien de précis, rien de concret. Les autres sont méchants, donc là, il y a des communiqués d'un groupe qui va dire que Théophile est méchant. Théophile va dire maintenant que l'autre groupe est méchant. On s'y perd parce qu'on parle d'intersyndical, de salariés, de pas salariés. On a l'impression qu'il y a beaucoup de monde, alors que le média, finalement, c'est très peu de gens. Et on va voir qu'il y a un autre syndicat qui, lui, soutient Théophile. C'est très difficile à comprendre. J'essaye de faire pour vous
le travail au maximum de tout comprendre. Donc, dans le document précédent, il parlait d'un communiqué diffamatoire, mensonger de Théophile. Théophile a publié donc le 10 juillet, entre le 9 et le 10 juillet, tout s'est enchaîné là, un communiqué pour dire pourquoi je démissionne de mes missions de rédacteur en chef du média. Donc il ne démissionne pas vraiment du média, c'est de ses missions de rédacteur en chef du média. On va le voir après. Donc je vais vous épargner l'introduction, mais voilà, il rappelle que depuis 2018, il est avec le média, il a été très heureux, il a participé à sa réussite, etc. Et là, il est très inquiet et il dénonce les nouvelles, le sectarisme suicidaire, la passion de la discrimination, voire le racisme larvé qui est dans le média et pour lequel il dit que le média mérite mieux. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Chers membres du directoire, par la présente, je vous informe de ma volonté de mettre un terme à mes fonctions de rédacteur en chef du média, telles que prévues dans mon contrat de travail et son avenant, tout en souhaitant demeurer salarié au sein de l'entreprise, conformément à la Convention collective nationale des journalistes. Donc c'est pas une démission du média, c'est une démission de ses fonctions, c'est apparemment spécifique au monde du journaliste, où il peut y avoir comme ça cette différenciation entre fonction et entreprise. Donc il veut rester journaliste dans le média, tout en n'étant plus rédacteur en chef. Alors moi, personnellement, je me verrais mal continuer dans cette entreprise-là, si j'étais à sa place. Vu l'ambiance qui doit y régner, et surtout après toutes les communications, parce qu'on n'a pas encore toutes faites, qui ont été données, vu le climat de violence qui a été fait, les clans, etc., ça va être très difficile de vouloir continuer à rester travailler. Donc il se met en retraite de ses fonctions de rédacteur en chef, mais il veut rester journaliste. Je suppose, et je comprends, je pense que j'aurais dû faire exactement aussi pareil, c'est que il va demander une négociation, donc il ne démissionne pas de la société, il va demander une négociation sans doute rupture à l'amiable ou d'autres choses pour partir avec des droits. Parce que s'il démissionne directement de l'entreprise, il n'a aucun droit, il se trouve dans la précarité, etc. Donc c'est aussi compréhensible. C'est compréhensible, ça doit être pour les gens qui ne peuvent pas imaginer continuer dans le média, mais en même temps, voilà, comme il doit aussi se protéger et garder certains droits sociaux. Donc je suppose que c'est un peu la volonté. J'ai quand même du mal à imaginer que dans sa tête, il veut rester aux médias en tant que journaliste et il se voit aller dans les bureaux, croiser tous les jours tous les gens qu'il a invectivés et qu'il invective et travailler avec des gens qui voulaient son départ ou qui l'ont dégagé. Je pense que c'est ça la volonté derrière. Conformément au Code du travail, cette modification substantielle de mes fonctions contractuelles ne peut intervenir qu'avec l'accord des deux parties. Je vous propose donc d'engager dans les plus brefs délais une négociation formelle en présence d'un médiateur compte tenu de l'état détérioré de nos relations de travail afin de convenir des termes d'un nouvel avenant à mon contrat. Alors en plus, si on fait appel à un médiateur pour régler la situation, imaginez-vous rester dans cette entreprise, sa santé mentale, sa santé au travail serait tellement détériorée. Donc, je souhaite que ce processus permette de garantir à la fois la continuité de mes missions journalistiques, ça encore une fois, j'y crois pas une seconde, et la protection de ma santé au travail. Encore une fois, j'ai du mal à imaginer que dans cette ambiance-là, sa santé au travail puisse être protégée. Je pense qu'il devrait essayer d'avoir le maximum de droits au départ et partir avec le plus de choses. Ou alors, il pense pouvoir gagner et faire un changement concret dans la société. Mais ouais, on ne va pas couper toutes les mauvaises herbes. En tout cas, ceux qui pensent que c'est des mauvaises herbes, il restera toujours une ambiance, quelque chose de très délétère. Cette décision, mûrement réfléchie, intervient dans un contexte d'extrême tension. Ces derniers mois, j'ai été la cible répétée d'attaques personnelles, d'injures lancées dans des boucles professionnelles, d'accusations graves venant de membres du conseil, de surveillance sur le forum du média, d'actes d'insubordination graves, des actes de harcèlement concertés, couverts par le nouveau directeur du média. Il s'agit bel et bien d'une mise à l'écart progressive et d'un isolement professionnel organisé. Je constate que malgré mes signalements répétés, aucune mesure conservatoire de protection
n'a été mise en place. Au contraire, les comportements délétères à mon encontre ont été tolérés, banalisés, voire encouragés. La récente motion de défiance initiée et orchestrée contre moi par un collectif de journalistes, soutenue de fait par le directoire, représente pour moi un point de non-retour. Elle s'inscrit dans la continuité d'une logique clanique qui a déjà conduit à la destitution du précédent directoire et qui exerce aujourd'hui une pression implicite sur les travailleurs et travailleuses qui n'adhèrent pas au narratif de l'heure. Donc, c'est très difficile à savoir aussi parce que bah, une motion de défiance orchestrée par un collectif de journalistes. On n'arrive pas à savoir finalement de quel côté les salariés, les travailleurs du média se positionnent. Est-ce qu'ils sont tous dans un clan? Est-ce qu'ils sont deux clans différents? Est-ce qu'il y a une grosse différence de représentativité entre les clans, etc. On n'arrive pas à savoir. C'est pas terminé. Cette dynamique de pouvoir qui a commencé par l'orchestration d'une tentative de révocation contre le précédent directoire à 2 mois des élections est économiquement délétère. Elle a dans un premier temps déstabilisé la gestion quotidienne de notre entreprise coopérative, retardé nos campagnes habituelles et créé un trou immense dans la comptabilité. Le directoire en est réduit à se servir dans le budget du journal des luttes, abondé par le fonds de dotation pour une société solidaire pour payer les salaires. Il y a aussi dans les différentes saisons du média toute une question de comptabilité qui n'est pas claire avec des sous-structures, des fonds différents, etc. Je ne sais pas ce que ça veut dire le directoire. On est réduit à se servir dans le budget du journal des luttes, abondé par le fonds de dotation pour une société solidaire. Mais apparemment, ça n'a pas l'air bien. Il en est réduit à mentir sur des fausses inondations de notre studio pour lever des fonds en plein été pour éviter la banqueroute à la rentrée. Ça, c'est une accusation extrêmement grave. C'est très grave de dire que ils en sont réduits à mentir sur les fausses inondations de notre studio pour lever des fonds, pour appeler à des dons en plein été, pour éviter la banqueroute de la rentrée. C'est une accusation extrêmement grave pour moi. Et c'est balancé comme ça. J'espère qu'il y aura des preuves qui seront apportées, qu'il y aura des démentis ou des confirmations, et que cette histoire sera creusée. Parce que c'est une phrase lancée comme ça, c'est extrêmement grave. Alors, lever des fonds, qu'est-ce qu'ils appellent par lever des fonds? C'est leurs donateurs. C'est-à-dire qu'ils ont fait une campagne de dons pour des inondations, où ils ont fait appel à d'autres organismes, des assurances ou quoi que ce soit, ou d'autres donateurs ou d'autres financiers. En tout cas, c'est un mensonge flagrant, puisque s'il n'y avait pas d'inondation et que c'était juste pour éviter la banqueroute, c'est très très grave. Et ils lancent ce pavé dans la mare. Face à une logique de raréfication des piges, les journalistes n'étant pas en CDI sont souvent contraints à des formes de courtisanerie implicites pour préserver leur collaboration. Voilà, tous les indépendants, en gros, comme les piges sont de moins en moins fréquentes, c'est-à-dire les articles qu'on demande aux indépendants, bah, ils doivent de plus en plus se battre et il y a la sélection naturelle. Et donc, bah, pour être sûr d'avoir suffisamment pour se nourrir, bah, ils doivent un peu faire de la courtisanerie, c'est-à-dire bah, aller dans le sens des dominants, faire plaisir au chef pour avoir ses piges et pouvoir se nourrir. Cette dynamique de pouvoir est toxique et conduit à des violations manifestes du droit du travail. En effet, la motion de défiance lancée aujourd'hui arrive alors que j'ai refusé d'obéir à un ordre manifestement illicite, me demandant avec insistance de discriminer un travailleur étranger en ne le pigeant pas durant des mois. Donc là, après le mensonge et l'appel au don ou de financement mensonger, maintenant il y a un appel à discriminer un travailleur étranger en ne le pigeant pas durant des mois. Voici où nous conduit la logique clanique. Par effet d'association, les journalistes noirs du média sont considérés comme mes doublures
et les persécuter en se servant des armes les plus insensées revient pour ceux qui s'y livrent à un combat de gauche blanche, bien entendu. Alors là, il y a plein de choses. Il y a plein de choses et c'est classique dans les dramas du média. C'est des attaques, on ne donne aucun détail, on laisse planer des choses, on met la confusion et finalement, on ne sait pas quoi penser. Parce que j'ai refusé d'obéir à un ordre manifestement illicite me demandant avec insistance de discriminer un travailleur étranger en ne le pigeant pas pendant des mois. Donc je ne pense pas que les consignes qui lui ont été dites, c'était discrimine-le parce qu'il est étranger en ne lui donnant pas de pige. Peut-être qu'ils ont dit, encore je me mets dans l'avocat du diable, hein, je me mets dans la peau du média, qu'ils ont dit, on doit rarifier les piges et on préfère le donner à telle ou telle personne, pour des raisons de qualité, pour des raisons de travail, etc. Il y a plein d'explications qui pourraient justifier cela. Mais là, on a la version de Théophile Kouamouo. Il le décrit comme voilà, une discrimination volontaire parce que étranger, parce que noir, et parce que comme il est noir, il est affilié à lui. Moi, j'ai toujours du mal à ces phrases un peu floues et un peu péremptoires. La réalité des choses est toujours un peu plus complexe. C'est potentiel, peut-être ça, hein, c'est peut-être du racisme, de la discrimination envers lui. Mais il y a peut-être aussi une version alternative, on ne sait jamais. Pour tous ceux qui ont été dans le monde du travail, beaucoup de gens se plaignent potentiellement de traitement ou de harcèlement qu'ils subissent. Et quand on creuse un peu, ça peut être deux choses. Je ne veux pas m'engager non plus dans ce terrain-là, parce que je viens juste de mal m'exprimer et que ça pourrait être mal interprété. Mais voilà, des fois, la situation n'est pas toujours telle qu'elle est décrite. Je considère cette motion comme une nouvelle violence institutionnelle venant couronner une entreprise systématique de diabolisation dont de nombreux travailleurs racisés ont déjà fait les frais au sein du média et dont je fais aujourd'hui l'objet. Donc là, il relance l'accusation de racisme. Là, c'est plus uniquement contre les Noirs, c'est tous les racisés. Et donc, il dit que voilà, il y a déjà de nombreux travailleurs racisés qui ont fait les frais aux médias. Il rappelle quand même que c'est une nouvelle, c'est la motion de censure, c'est fait par les salariés déjà. Mais on sait toujours pas quel volume de travailleurs a fait cette motion-là. Donc c'est toujours hyper flou. Et une motion de censure de la comité des journalistes, etc., c'est que finalement, il n'y a quand même pas que quelques personnes ou que la direction qui est contre lui. Il y a quand même d'autres personnes. Cette dérive soulève des interrogations graves quant au respect des engagements pris dans le manifeste fondateur de notre média et constitue une rupture avec les idéaux défendus souvent avec pompe et fausse sincérité. Donc là, ils remettent toute la sincérité en cause du média. C'est vraiment une attaque en règle. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre comment le média arrive à se relever à chaque fois de ces attaques d'une violence. C'est vraiment à l'opposé de tous ces idéaux. Et des gens financent ça, donnent des dons et découvrent que finalement, c'est à l'opposé de tout ce qu'ils défendent. Mais continuent encore à donner et ça se développe et ça grandit, etc. Donc ça veut dire que quand même leur travail journalistique doit être de bonne qualité, je suppose. J'ajoute que les attaques insidieuses visant notamment mon émission Décrypter l'Afrique, réduite à une comptabilité mesquine et soumise à des insinuations sur ses intentions et ses partenaires, s'inscrivent dans un climat de stigmatisation indigne. Encore une fois, une phrase floue. On distingue bien les attaques, on comprend bien ce qu'ils reprochent, mais c'est pas factuel, c'est pas concret, on voit pas. Ça veut dire quoi comment dire, une insinuation sur ses intentions. Encore une fois, je me fais l'avocat du diable, me tirez pas dessus, mais il faut bien imaginer toutes les situations. Une insinuation, c'est-à-dire que c'est subtil, c'est discret, il peut y avoir une mauvaise interprétation. Ça peut être malheureusement juste une histoire de mauvaise interprétation, ces insinuations. On ne sait pas, est-ce que c'était une fois, deux fois, trois fois? Si tu vois c'était trois, quatre fois, ça peut être mal interprété. S'il nous dit c'est toutes les semaines, c'est 10 fois, 20 fois, là on peut se dire qu'il y a une répétition qui fait que comment dire, que la mauvaise compréhension est moins logique ou moins pertinente.
Ce traitement discriminatoire résonne d'autant plus violemment qu'il concerne un projet éditorial de valorisation des voix africaines dans un média qui se veut ouvert aux luttes des peuples et aux perspectives du Sud global. Alors, encore une fois, moi, je n'ai pas suivi vraiment tout le contenu des médias, mais c'est vrai que je voyais passer certains de ces contenus très tournés sur l'Afrique. Décrypter l'Afrique, l'émission, elle s'appelle, donc on se doute que ça parle d'Afrique. Donc on peut se dire que dans un média qui laissait autant de place à ces questions africaines, en tout cas que j'avais l'impression, l'attaquer pour racisme négrophobe, ça paraît surprenant. Mais apparemment, c'est un peu ça qui a déclenché que c'était pas si soutenu au sein de l'émission. Encore une fois, c'est très très difficile à tout suivre s'il y a vraiment des socios du média, des gens qui suivent régulièrement. N'hésitez pas à apporter un complément d'experts sur ce que vous avez pu voir dans le média par rapport à tout ça, ce que vous avez pu voir à l'écran. Si vous avez des commentaires supplémentaires à apporter, une vision différente des choses, etc. On est là pour en discuter et c'est tout. C'est donc en conscience, mais non sans douleur, que je vous adresse cette décision. J'espère que, parvenu à vos fins, c'est-à-dire à ma mise à l'écart de la rédaction en chef, vous arrêterez de me harceler par les différents moyens utilisés jusqu'ici et dont je n'ai quasiment rien révélé pour l'instant. N'oubliez pas, une saison, c'est plusieurs épisodes, surtout chez le média. Il y a toujours des rebondissements, ça dure des mois et des mois. Il y a vraiment toujours de la nouvelle information. Et donc là, apparemment, ils gardent vraiment le plus gros sous le pied. Et ça va être encore moult rebondissements. Mais encore une fois, je me répète, on ne sait toujours pas de qui vraiment on parle. C'est des vous. C'est donc en conscience que je vous adresse. Donc là, il s'adresse à la direction, parce qu'il envoie sa démission. Mais c'est pas que le directeur, ou je sais plus comment il l'appelle, puisque c'est une motion de censure des salariés de la rédaction. C'est pas la direction qui a fait ça. Donc le vous est un peu étrange. Je n'ai pas à rougir de mon bilan à la tête de la rédaction du média, en dépit des campagnes de diabolisation. Je vis les choix stratégiques qui nous ont permis de survivre au départ retentissant d'Aude Lancelin et de Denis Robert ont été les miens, et personne ne pourra m'en enlever. Donc voilà, là je squeeze un peu, grosso modo, il est très fort, il a participé énormément à la réussite du média, on devrait lui être reconnaissant. J'ai aussi conscience d'avoir été le tirailleur sénégalais du média, envoyé au front quand ça brûle, puis renvoyé à sa condition première, puis déshabillé et déshonoré quand les choses vont mieux. Les personnes que j'ai voulu protéger d'un licenciement, faire recruter, promus et protéger, sont aujourd'hui les meilleurs alliés de celles et ceux qui veulent me détruire. Ah, donc toutes ces personnes, celles que tu as protégées d'un licenciement, fait recruter, promues et protégées, elles ont dû voter contre la motion de censure. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Si vraiment tu as le soutien des travailleurs et des travailleuses, comment ça se fait qu'une motion de censure, qui vote déjà cette motion de censure? Il y a la notion de j'ai aidé le tirailleur sénégalais, c'est encore pour renvoyer à ces accusations de racisme. Donc là, il remet une couche là-dessus. Mais encore une fois, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a rien de concret. Donc envoyer comme ça, c'est possible, hein, que ce soit ce qu'ils disent, ce qu'il dit. Mais encore une fois, c'est trop flou. C'est trop flou. Soit vous dites on rend tout ça public et alors c'est plus concret, soit vous voulez rester flou et vous ne rendez pas ça public. Ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens. Les gens, là, vos donateurs, les donateurs de médias, ils vont vous lire tout ça. Ils vont être perdus. Ils vont savoir, est-ce que je le donne, je ne le donne pas? Comment ça se passe? Est-ce que j'ai été trompé? C'est quoi ces accusations, etc. Voilà. Donc, il a envoyé ce courrier qui s'est un peu chevauché avec les autres. Suite à ça, il a renvoyé une nouvelle note de blog. Toujours, ça s'est enchaîné dans la journée, hein, tout ça, ça s'est enchaîné relativement rapidement. Et ça va être le lot pendant des semaines et des mois.
Donc, dans la bataille de communication qui s'est engagée aux médias, j'ai été accusé sur les réseaux sociaux par des proches de l'actuel directoire à la suite de la publication de ma lettre de démission de mes fonctions de rédacteur en chef. Parmi les soutiens publics de cette stratégie de décrédibilisation figure un communiqué co-signé par Paul Hellec, doctorant en sociologie qui aime à se présenter comme militant de gauche radicale intransigeant. Grosso modo, il aime se présenter comme ça, mais vous allez comprendre que c'est pas le cas. Et le journaliste Mourad Guichard. Ce texte accuse, juge, condamne, il affirme soutenir la rédaction contre le comportement du rédacteur en chef et me reproche d'utiliser les réseaux sociaux pour me victimiser au risque de mettre en danger le média. Là, ce serait peut-être une critique à cette saison. On a déjà vécu plusieurs saisons. Le reproche d'utiliser les réseaux sociaux pour me victimiser au risque de mettre en danger les médias, ça allait à la première saison, ça allait à la deuxième saison, troisième c'était un peu plus redondant, quatrième saison là c'était trop, et là on l'a vu quoi. On a vu déjà ce passage d'utiliser les réseaux sociaux pour me victimiser au risque de mettre en danger les médias, arrêtez de réutiliser les lignes de dialogue des saisons précédentes, essayez de vous renouveler un petit peu s'il vous plaît. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que l'un de ses signataires, Paul Hellec lui-même, a tenu quelques semaines plus tôt des propos ouvertement injurieux, humiliants et menaçants envers Fabrice Ouimo, désolé si je prononce mal, chef de pôle actualité et, 3 petits points, journaliste noir étranger en CDD. Ce même Fabrice que l'actuel directoire a choisi de ne pas reconduire. Coïncidence ? Il était sur la liste opposée à celle de l'actuelle direction lors des dernières élections. Alors ça aussi, j'ai l'impression que on parle de sociétés qui font des milliers d'employés. C'est un tout petit groupe avec des élections, des listes différentes. Encore, à la limite, si le collectif était sain, qu'il y ait des élections, qu'on serre la main à la fin, t'as perdu, etc. Ok, mais là on sent que ça a fait naître des rancœurs. Vous ne pouvez pas, dans un collectif qui n'est pas sain, mener comme ça des élections avec des listes opposées qui vont garder des rancœurs après l'élection, etc. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Paul Hellec, chroniqueur payé en droit d'auteur, était un soutien sonore de la liste qui a finalement gagné et abuse de son pouvoir. Voilà, donc c'est entre les deux listes et donc il y a un pouvoir. Encore une fois, ce qui me gêne, voilà, journaliste noir, étranger, en CDD, ok, précarité. Comme on n'a pas de détails, comme on n'a rien, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est une personne qui travaille bien, pas bien, etc. On va voir les attaques qui vont venir, hein. On va voir des critiques sur son travail ou d'autres choses et quoi que ce soit. C'est toujours très difficile de se positionner dans ces luttes. C'est toujours la difficulté. Une scène de violence verbale, un silence complice. À rebours du discours enchanté d'une intersyndicale qui refuse catégoriquement de défendre les salariés, qui ne soutiennent pas l'actuel directoire, il règne plus que jamais un climat de violence et d'impunité aux médias. Climat dont Paul Hellec, à rebours de ses convictions politiques affichées, est le symbole. Jugeez-en par vous-même. Donc là, violence, impunité, tout ce qui est contraire aux valeurs de gauche, tout ce qui est contraire à ce qui est présenté à l'écran, tout ce qui est contraire à tout ce que les valeurs pour lesquelles les donateurs donnent. Là, clairement, dans ces deux textes, Théophile Kouamouo, il tire à balles réelles quoi, sur le média. Il essaye limite de l'enterrer. Alors, si tout ce qu'il raconte, c'est effectivement le cas, il a raison, finalement, de dénoncer tout ça, de dénoncer tous ces actes, etc. Il a raison. Mais dans tous les cas, là, je vais peut-être être surpris, mais je vois mal, encore une fois, comment peut se sortir une nouvelle fois le média avec un triple salto arrière de ces accusations et de ces problématiques. Donc, qu'est-ce qu'a dit le 11 juin Paul Hellec? Mécontent de ne pas avoir été booké, envoie à Fabrice Ouineau, qui était en télétravail, sonné après le refus incompréhensible du directoire de requalifier son CDD en CDI, ce message glaçant.
Je me rattache à la mission à l'arrache puisque les collègues ont été mis sur le fait accompli de ton incompétence. C'est inadmissible. J'ai rendu de multiples services et je suis remercié en étant pris pour un con. Sinon, je me réserverai le droit d'informer le public sur votre amateurisme grassement financé. Donc, ce qu'on peut déjà définir, c'est que dans le monde du travail, on ne doit pas tenir ce genre de propos agressifs. C'est pas tolérable d'attaquer comme ça des gens. Ça ne doit pas se faire. Premier point. Deuxième point, c'est d'autant plus grave d'une personne qui est dans une certaine précarité, puisqu'elle est en CDD et que son CDI, elle se requalifie en CDI, vient d'être refusé. Donc il est vraiment en précarité là-dessus, surtout qu'il y a une histoire je crois que j'ai lu après de titre de séjour, mais je ne suis pas sûr que ça le concerne à lui. Mais en tout cas, il y a une histoire après. Donc déjà, tout ça, c'est pas tolérable. C'est pas tolérable. Ça peut arriver dans le monde du travail, concrètement, puisque les gens peuvent être à bout. On est des humains. On peut avoir des crises de nerfs, péter un câble. Et puis concrètement, soyons clairs, hein, dans le monde du travail, pour quelconque personne qui a travaillé dans le monde du travail, il y a des gens horribles. Ça arrive fréquemment. Donc, ce n'est pas tolérable. Il faut agir contre ce type de violence. Mais c'est pas surprenant. Et encore une fois, la situation, une fois qu'on a dit ça, elle est floue. Parce qu'on a dit que voilà, ça doit être puni, ça doit être sanctionné ou ça doit être pris en charge par la direction, ce qu'on n'a pas fait. Mais parce que ça participe à l'ambiance de violence. Donc une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut comprendre ce qui a déclenché ça? Pas justifier, hein, mais comprendre ce qui a pu amener ça et peut-être le fond du problème. Parce qu'apparemment, il n'est pas content, il est peut-être lui aussi en pression et avec des difficultés, parce que je m'attache à l'émission à l'arrache, puisque les collègues ont été mis sur le fait accompli de ton incompétence. Donc ben là, on ne sait pas ce qui s'est passé en fait. Qu'est-ce qui a déclenché ça? On ne parle pas de justification, parce qu'encore une fois, c'est un débordement, mais il peut y avoir des éléments de compréhension pour la situation globale. Et notamment, est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles le CDD n'a pas été requalifié en CDI? Est-ce qu'il y a des raisons de travail qui ont été menées là-dedans? J'ai rendu de multiples services et je suis remercié en étant pris pour un con. Donc là, il y a vraiment factuellement une difficulté. Sinon, je me réserverai le droit d'informer le public sur votre amateurisme grassement payé. Alors pourquoi informer le public? Encore une fois, on ne sait pas beaucoup qu'est-ce qui se passe. Votre amateurisme. Donc là, il tutoyait, là, c'est votre amateurisme, donc c'est plusieurs personnes. Qui est-ce qui est concerné par ça? En tout cas, il y a l'air d'avoir un gros énervement. Encore une fois, nous n'avons pas de complément d'information. Quand j'ai pas de complément d'information, moi je pars du principe que c'est pas bon signe. Que ce qui a été présenté par l'auteur, bah, c'est des choses qui lui arrangent et qui cachent un peu ce qui lui arrange pas. Mais encore une fois, c'est toute la difficulté de ce genre de communication. Il lui laisse aussi un message vocal lapidaire. Fabrice, je t'appelle pour te parler de ton incompétence. Rappelle-moi. Donc là, en plus, après un message écrit, il me semble. Envoie Fabrice. Donc ça va être un message écrit. Et là, il complète par un message oral, un message vocal. Donc ça, là, on passe sur du harcèlement, la répétition. Ce n'est pas bien, ce n'est pas tolérable, etc. Qui parle de manière aussi injurieuse à un responsable de la rédaction pour laquelle il collabore. Alors, encore une fois, pour avoir pratiqué un petit peu le monde du travail, faut pas s'attendre non plus à avoir uniquement des comportements bien calibrés. On a des insultes, on a des injures, on a des coups de pression, on a des violences psychologiques venant de tous les niveaux hiérarchiques, un niveau en dessous, un niveau au-dessus. C'est très fréquent. De toute façon, ma théorie, moi, c'est que dans le monde du travail, il y a 80% de personnes incompétentes et nulles. Et donc, dans ce lot de 80% de personnes, bah, il y a des gens qui sont comme ça. Ça ne le justifie pas encore, mais voilà, il pose une question qui parle de manière aussi injurieuse. Bah, je lui réponds, beaucoup de gens. Informé de ces propos inacceptables, j'ai demandé à Paul Hellec de présenter ses excuses. Il a catégoriquement refusé.
Et le directoire de Mediapart a pris son parti sans avoir entendu la victime et en lui trouvant des excuses les plus loufoques au nom d'un engagement hebdomadaire prétendument intouchable, alors qu'il ne s'agit en réalité que d'un intervenant payé au droit d'auteur, sans contrat chronique dédié. Résultat, Fabrice a été forcé de co-animer une émission avec son agresseur, sans aucune excuse ne lui a été présentée. Présentés comme ça, les faits sont inacceptables pour la direction, bien entendu. Ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas écouté la victime, ils n'ont pas fait de médiation, ils n'ont pas écouté les deux parties, éventuellement fait des sanctions, et obligé la potentielle victime à co-animer une émission avec son agresseur, sans qu'aucune excuse ne lui soit présentée. Ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas justifiable. Donc, présenté comme ça, encore une fois, malheureusement, comme c'est flou, on est obligé d'interpréter tout. Et qu'est-ce qu'on a là? On a le directoire a pris son parti sans avoir entendu la victime et en lui trouvant des excuses les plus loufoques. Ça, c'est son jugement, quoi. C'est Théophile qui dit que c'est des excuses loufoques au nom d'un engagement hebdomadaire prétendument intouchable. J'ai du mal à croire qu'il s'y dit exactement ça. Encore une fois, quand on n'a pas la version de l'autre, c'est toujours, faut prendre des pincettes entre ce qu'il a compris, ce qu'il n'a pas compris, ce qu'ils ont voulu dire, ce qu'ils ont mal voulu dire. Si leur argument c'est Paul Hellec, il a un engagement hebdomadaire, ce qui serait même pas vrai d'après Théophile, on le touche pas, c'est encore pire. Mais encore une fois, on est dans le flou, on doit croire les personnes. Quand Fabrice a signalé ces faits au directoire et a naturellement refusé d'en s'en tenir au verdict d'un directoire qui avait donné raison à Paul Hellec, il s'est entendu dire qu'il n'y avait pas de budget pour une médiation indépendante. Puis son CDD s'est terminé dans l'indifférence. Non seulement son CDD n'a pas été requalifié en CDI, en dépit de ma demande, de l'évidence du droit, du fait que sa carte de séjour doit être renouvelée dès octobre, que l'ancien directoire m'avait garanti que son CDD serait transformé en CDI. Donc, ce que je vous disais, précarité supplémentaire, il dépendait de renouvellement de ce CDI pour son titre de séjour, et donc ça rajoute encore plus une précarité supplémentaire. Mais encore une fois, non seulement son CDD n'a pas été requalifié en CDI, en dépit de ma demande de l'évidence du droit. Donc soit si c'est l'évidence du droit, c'est-à-dire que le fait de ne pas l'avoir fait, ils sont soumis au prud'homme. Donc c'est encore une attaque pour le média. Ils sont soumis au prud'homme. Et encore une fois, on n'a pas le justificatif ou l'explication du média. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont conduit ça qu'on ne connaît pas? Encore une fois, il peut y avoir des problèmes comment dire, de travail, de qualité de travail. Il peut y avoir aussi, encore une fois, suite à la précédente élection, apparemment il était dans une liste dissidente, soit la liste qui a gagné lui en veut, soit lui peut-être qu'il a encore des griefs. Vraiment, cette notion de faire des élections comme ça avec des listes dans un si petit collectif qui a connu tellement, tellement, tellement de problématiques, de toxicité, etc., ça ne peut conduire qu'à des dramas, quoi. Et en dépit d'une pétition signée par près de 25 travailleurs du média. Donc là, j'ai un nombre de travailleurs. Donc il y a 25 travailleurs du média. Ce qui, soit c'est une part importante du média. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas tellement plus que 25 aux médias. Donc imaginez dans les 25 tous ces dramas-là. Soit ils sont beaucoup plus, et alors les 25 ne sont pas significatifs. Paul Hellec, lui, est resté. Il soutient les membres du directoire et de l'intersyndicale. Il ressemble aux membres de l'intersyndicale et du directoire. Cela vaut impunité. Il ressemble, ça peut évoquer beaucoup de choses par rapport aux attaques précédentes qu'il a fait. On peut comprendre qu'il est blanc, le directoire est blanc, ils se ressemblent. Ça peut aussi vouloir dire le directoire, c'est des mauvaises personnes. Il est lui-même des mauvaises personnes, donc ils se ressemblent. Encore une fois, c'est des attaques très violentes face aux membres de son collectif, quoi. Ils travaillent tous les jours ensemble, ils doivent se connaître pour certains depuis des années et ils vivent dans cette ambiance délétère.
Ce n'est pas un simple conflit interpersonnel, c'est l'expression brutale d'un système clanique où les proximités avec le pouvoir en place garantissent l'impunité. Dans un tel système, les journalistes noirs, il y en avait 3 dans la rédaction, sont jugés proches de Théophile par essence, écartés de toutes les discussions stratégiques, jamais intégrés au projet de campagne du nouveau directoire, ni invités à la co-construction mise en scène sur les réseaux sociaux, à croire que notre simple présence est politique, clivante et suspecte. Alors ça, c'est des accusations de Théophile. Est-ce que il y a vraiment, encore une fois, est-ce que les gens du média ont vraiment défini proche de Théophile par essence? Est-ce que c'est Théophile qui s'est dit, bah, comme eux aussi sont rejetés, ils sont définis proches de moi? Est-ce qu'ils étaient vraiment proches, finalement? Plein de questions, plein de suspense. C'est toujours un manque d'écriture flagrant quand même au niveau du média. Oui, je parle de négrophobie intériorisée, car dans combien de médias français un chef de service noir pourrait-il être publiquement insulté par un collaborateur blanc, sans sanction, sans même le minimum d'excuses, et être ensuite écarté dans un silence glacial? Qui peut croire qu'un tel traitement aurait été réservé à un cadre blanc? Là, on arrive encore dans tout ce qu'on ne comprend pas de cette organisation, c'est-à-dire que la personne qui est en précarité, qui est en CDD, était chef de service. Et la personne, donc Paul Hellec, était simple collaborateur. Donc chef de service, pour moi, a plus de pouvoir normalement dans l'entreprise, a plus de hiérarchie, même s'il est en CDD, il est chef de service. Est-ce qu'il a d'ailleurs un lien de subordination avec Paul Hellec? Je ne sais pas. Mais c'est ça que je comprends pas, moi, dans l'organisation du média. Donc, le rôle trouble de l'intersyndicale. Le climat est alimenté, légitimé même, par une intersyndicale qui se présente comme garante d'un cadre démocratique, mais qui, en réalité, soutient sans nuance une motion de défiance portée par le noyau dur du clan vainqueur des élections, et dénigre toute parole dissonante comme une tentative d'intimidation. Qui ose parler au nom des racisés précaires jeunes et LGBT pour justifier l'effacement ciblé d'un journaliste noir étranger, alors que ce même journaliste est celui qui a été insulté et non défendu? Si Fabrice Ouimeau ne symbolise pas le précariat en France au-delà du média, quelle ironie, cette même intersyndicale qui m'accuse de vouloir incarner seule l'histoire du média accepte sans sourciller qu'un chroniqueur proche du pouvoir insulte un chef de service noir sans jamais rappeler à l'ordre celui qui parle, seulement celui qui dénonce. J'ai oublié de préciser quelque chose. Les insultes aux médias, les façons agressives de parler, ont déjà fait l'objet de précédentes saisons. Notamment, tout le monde a dû voir les échanges de textos de Sofia Chekirou à l'époque où elle était aux médias, avec ses insultes à caractère homophobe. Euh, et je ne veux pas les citer là. Mais toute cette violence dans le discours, elle n'est pas une nouveauté dans le média. C'est pas encore une fois pour le justifier, mais c'est quelque chose de récurrent. Il y a vraiment, est-ce que c'est le monde du journalisme? Est-ce que c'est le monde des égos? Est-ce que c'est le monde du média en particulier? Je ne sais pas, mais c'est récurrent, la manière de s'exprimer ainsi. L'arbre qui cache la forêt, le vrai pouvoir est ailleurs. Soyons clairs, je n'ai aucun pouvoir hiérarchique formel sur le directoire. Je ne suis pas l'employeur, je ne contrôle pas les budgets, je n'ai pas accès aux décisions de gestion, et pourtant, c'est moi qu'on accuse de management toxique. Parce que pour rappel, il y a une motion de défiance par rapport à son management. Et c'est pas le directoire qui l'a fait, la motion de défiance. C'est les gens qui managent. Alors même que je ne manage directement quasi pas de journalistes, dont les N+1 sont les chefs de service. Oui, mais c'est le directeur de la rédaction. Théophile, c'est le directeur de la rédaction. Il y a quand même certains pouvoirs, non? S'il est directeur de la rédaction, même s'il n'est pas manager direct des gens, c'est le directeur de la rédaction. Alors, je ne sais pas comment ils sont organisés, mais c'est quand même assez étrange. C'est une stratégie d'inversion des rôles typique des mécanismes d'exclusion. Pendant ce temps, le nouveau directoire concentre
les fonctions exécutives, couvre les violences internes, éteint les alertes, répond aux signalements de ses amis et ignore les autres. Ce que les sociaux, les donateurs et les abonnés doivent exiger. Donc là, il s'adresse directement aux sociaux. Avant tout nouveau financement. Alors là, il tirait à balles réelles, il a arrêté de tirer dans les jambes, là, il tire dans la tête, quoi. C'est en gros, il appelle les donateurs, les socios, à arrêter tous les financements du média. C'est alors que on a vu là, il y a déjà quelques bonnes dizaines de minutes, qui disait que le média avait été obligé de mentir sur de fausses inondations pour lever des fonds pour éviter la banqueroute à la rentrée. Là, c'est le coup de grâce, c'est arrêter les financements. Et donc, avant tout financement, ils doivent exiger une enquête indépendante et exhaustive. Donc, autant dire que c'est pas une enquête qui va se faire en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça va être long. Ça va faire peut-être plusieurs mois d'enquête pour que ce soit indépendante et exhaustive, le temps de définir qui va enquêter, pour qu'il soit bien indépendant, que ce soit bien exhaustif, qu'on fasse le rapport, etc. Le média est mort. C'est tout simplement la mort du média. Les méthodes de management du directoire actuel, le traitement des signalements pour violences internes, les mécanismes d'exclusion mis en place autour des élections et la cohérence réelle entre les valeurs affichées et les pratiques internes. Car on ne peut pas brandir un manifeste féministe, antiraciste, coopératif et tolérer que des journalistes noirs, précaires et engagés soient poussés vers la sortie, injuriés, sans conséquence et rendus responsables du désordre qu'ils subissent. Alors pour l'instant, pour moi, il a parlé que d'un seul journaliste noir, que d'un fait sur un journaliste noir, plus lui, bien sûr. Et lui, il fait l'objet d'une motion de défiance quand même. Donc il n'y a pas. Peut-être les lecteurs sont pas juste. Ils sont partagés, quoi. C'est pas que lui la victime. Donc j'ai un peu du mal avec cette instrumentalisation. Et ceci n'est qu'une histoire parmi d'autres. Encore une fois, il garde des balles. Vous savez comment ça fonctionne maintenant. On va avoir de nombreux épisodes, de nombreux rebondissements. Et ça va sortir au compte-gouttes. Le média ne peut pas devenir un outil de pouvoir entre les mains d'un clan. C'est pareil, ça c'est ce qu'on retrouve. Ça doit être une phrase que j'ai retrouvée dans toutes les saisons, qui se redit, qui se redit. Je veux bien que ce soit un média en construction, etc. Mais quand vous faites 15 000 fois les mêmes erreurs, qu'on retrouve 15 000 fois les mêmes remarques, il y a un moment donné, il va peut-être falloir évoluer un peu plus vite. Aussi radical soit son discours de façade. S'il doit survivre, il devra le faire sur la base d'un vrai débat, d'un vrai respect des personnes et d'un vrai engagement pour les principes qu'il réclame. Bah, concrètement, si on suit ce que tu as dit, Théophile, il ne peut pas survivre. Si tu demandes tout ce que tu demandes là, avant de pouvoir recommencer à financer, le média sera mort pour moi. Ou alors ils ont vraiment énormément de fonds de côté. Et alors, cette histoire d'inondation pour financer et pas faire la banqueroute, c'est étrange. Mais là, tout ce que tu demandes, ça va pas se faire en claquant des doigts. Va falloir, comme j'ai dit, trouver une équipe indépendante. Donc, il va falloir trouver le temps de définir, de la choisir, que tout le monde l'accepte, qu'on dise OK, on est d'accord, c'est elle qui peut être faite, il va falloir qu'elle soit disponible, qu'elle commence à interroger tout le monde, etc., de recouper les témoignages, de faire un rapport, de le soumettre à tout le monde, de dire est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord. Non, je suis pas d'accord, ça a été défini ça, mais j'ai une autre version, etc. C'est des mois et des mois pour ça. Et donc, le média meurt. Donc, voilà, déjà, on a vu les versions de la CGT du média, on a vu les versions de Kwamouo, et la souffrance à la rédaction du média, la motion de défiance journalistique est un exercice démocratique. Non, je vérifiais que je n'avais pas déjà lu, mais oui. Parce que tout ça, on parle de motion de défiance, on a parlé des réponses de Kwamou, etc. Sauf que la motion, elle a été déposée le 9. Le 10, en gros, il y a eu toutes les communications de Kwamou, alors que le vote n'a pas été fait. Et le 11 juillet, c'est le vote de la motion de défiance. Donc tout ce qu'on a lu, là, jusqu'à présent, c'était avant le vote. Donc on n'a même pas eu le vote de la motion de
de défiance. Donc là, c'est un communiqué du SNJ-CGT, encore un communiqué qui reprend encore. Donc le média indépendant est au fonctionnement coopératif et est à part dans le paysage médiatique. Une rédaction où les journalistes se sentent acteurs de leur métier. Ils n'en ressentent que plus violemment les erreurs de management et la souffrance elles engendrent. Les salariés réunis en assemblée générale au mois de mai ont réagi pour garder la main sur leurs médias, sur leur métier, sur leurs médias. Excusez-moi, je commence vraiment à fatiguer là. Mercredi, je me donne pour vous. Je me donne pour aller tout traiter. Mercredi 18 juillet, ils ont lancé une motion de défiance contre leur rédacteur en chef. C'est pas clair, on dit 10 juillet, 9 juillet. Mise au vote jusqu'au 11 juillet. Cette dernière exprime le rejet d'un mode de direction autoritaire, conflictuel, disqualifiant et profondément nuisible au travail collectif, résume la CGT et le SNJ Média. Donc dans cette toute petite entreprise, il y a la CGT et la SNJ dans un communiqué. Donc là, c'est les deux, déjà on a lu, la motion on l'a lu, et le SNJ-CGT soutient lui aussi cet exercice démocratique dont les journalistes peuvent user lorsqu'ils ne font plus confiance à leurs dirigeants. Et c'est visiblement le cas aux médias. Au lieu d'attendre le résultat des urnes, le rédacteur en chef a réagi avec un communiqué au caractère diffamant. Je vous l'ai lu précédemment, n'hésitant pas à parler de sectarisme suicidaire, de discrimination ou de racisme larvé, fustigeant un combat de gauche blanche contre les journalistes blancs, contre les journalistes noirs du média. Donc ça, c'est tout ce qu'on a lu. Encore une fois, tout ça, le vote n'a même pas encore eu lieu. La CGT et le CNJ du média rappellent que les critiques sont portées dans leur immense majorité par des travailleuses racisées, jeunes, précaires, LGBT, féministes, attachés aux valeurs d'émancipation et de solidarité. C'est les travailleurs, a priori, qui ont fait la motion de défiance, qui votent la motion de défiance. Donc c'est ça qui est toujours pas clair, en fait. Kouamouo, il dit que c'est la direction, qu'on veut faire des clans, etc. Il y a une motion de défiance qui est votée par les travailleurs. Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il est juste avec les travailleurs dont il a parlé qui sont racisés? Et donc là, la CGT et la SNJ rappellent que les autres travailleurs, c'est aussi dans leur immense majorité des travailleurs racisés, jeunes, précaires, LGBT, féministes, attachés aux valeurs. Il y a eu d'autres réactions encore sur les réseaux, parce que je ne vous ai pas mis tous les tweets, mais il y a beaucoup de tweets, et Kouamouo a réagi à ce type de commentaires qui lui disait il y a des racisés dans le média qui sont contre toi. Et lui, ce qu'il répond, c'est des racisés, mais c'est pas des noirs. Et la négrophobie est un racisme particulier. Et donc, il dit que l'argument que c'est des racisés et pas des blancs ne répond pas à ces accusations. Le SNJ-CGT appelle d'ailleurs, donc le SNJ d'ailleurs c'est le syndicat national du journaliste de la CGT, donc c'est indépendant du média, les journalistes à vérifier leurs informations et à se prêter aux règles contradictoires avant de réagir précipitamment sur les réseaux sociaux. Je suis pas journaliste, mais essayer d'avoir un peu tous les éléments contradictoires, c'est pas simple. Hein. Donc courage aux journalistes qui vont devoir aller interroger un tel, croiser les histoires, etc. Par sa présentation biaisée de la situation, alors que les journalistes du média sont en train de voter, par ses appels à des femmes et hommes politiques dont ils pensent pouvoir obtenir le soutien, le rédacteur en chef cherche à discréditer la motion et faire planer la menace de la fin du média. C'est ce qu'on a vu. Il parle de fin du média et globalement, dans ce qu'il propose, c'est la fin du média. Donc ça, nouveau tweet de Kouamouo qui a dit non, c'est faux, je n'ai pas contacté de femmes et d'hommes politiques. Donc on est parole contre parole, encore une fois. Une violence de plus en plus dans une rédaction qui veut simplement pouvoir travailler sereinement, sans crainte de représailles, avec une rédaction en chef à l'écoute et à la barre, actrice d'un média reconnu pour sa fiabilité et son professionnalisme. Ce qui a surtout marqué le média, c'est ses dramas et sa violence constamment dénoncée.
Alors à chaque fois, il y a un clan qui dit c'est très violent, l'autre qui dit non, c'est pas vrai. Au bout de 5-6 fois, on peut se dire soit c'est des copycats, soit ils n'ont pas d'originalité, ils copient, soit vraiment il y a un vrai problème. Et pour moi, il faut repartir de zéro, hein. C'est faut une direction bien en place, qui a toutes les clés en main, etc. Faut oublier l'histoire de, de scope ou de travailleurs qui décident, puisque si vous faites des votes, ça va toujours se terminer comme ça, etc. Prenez une bonne hiérarchie, comme dans les entreprises capitalistes, et mettez tout le monde au pas, et prenez des gens avec des égos moins révolus. Là, il y a trop d'échos, il y a trop de gens qui se sentent investis par du média, qui se sentent un peu responsables de la réussite, etc. Et ils en sortiront jamais. Le SNJ CGT est aux côtés de tous ceux qui défendent la parole des travailleurs, au service d'un journalisme indépendant, dans une société qui en a grand besoin. La démocratie doit être défendue partout où elle se trouve encore. Tout ça, là, c'est 10 juillet, quoi, 9-10 juillet. Ou 11 juillet, on arrive au 11 juillet. Non, 10 juillet encore. Donc, il y a eu un autre collectif de salariés apporte son soutien à Théophile Comeau, rédacteur en chef du média. Il rappelle son rôle déterminant depuis 5 ans dans le développement et le succès de cette chaîne d'actualité unique en son genre et dénonce une tentative d'éviction. Donc le collectif de salariés du média, qu'est-ce que c'est? Il y a 2 abonnements, 7 abonnés. Ok, il y a un tweet. Non, c'est pas possible, hein. Non, il y a un peu plus. Ok, mais imaginez là, c'est tout ce qu'ils ont tweeté, retweeté. Ah si, c'est que ça en fait. C'est un compte qui a 2 abonnements et 7 abonnés, dont, dont sur Mulot qui a un compte d'extrême droite, qui a Kouamouo. Donc on enlève déjà 2 sur les 7. Il y a 5 abonnés. Et après, il y a le directeur de production de Le Média. Ok. Donc en gros, qui a 5 réels abonnés. Et on ne sait pas ce que représente ce collectif. On ne sait pas, c'est un collectif, mais on ne sait pas combien il y a de personnes. Parce que on a vu des communications précédentes, des syndicats. On a vu qu'il y a une motion de censure qui est de défiance qui est en vote. Et donc, si le collectif est important, il vote contre. Le communiqué, en gros, c'est beaucoup de défense de Cuomo en rappelant tout ce qu'il a apporté aux médias. Je ne vais pas tout vous lire. Il a beaucoup apporté et des inquiétudes sur la gestion financière du média. C'est ça qui n'est pas proposé dans la première page. Je fatigue, j'arrive à la fin de ma vie, donc je ne vais pas tout lire. Et donc il dénonce fermement, surtout que c'est tout petit, donc je ne sais pas si vous pouvez lire, l'absence de procédure équitable dans le traitement des accusations portées contre lui, le non-respect de sa santé mentale malgré 2 alertes de la médecine du travail. Donc là, on a un nouvel élément, la médecine du travail, la diffusion publique d'informations confidentielles visant à le discréditer. Ça, je ne sais pas ce que c'est, parce qu'on a tout lu, et c'était tellement flou. L'instrumentalisation des souffrances individuelles pour construire une narration univoque dans laquelle il deviendrait le bouc émissaire de toutes les tensions internes. Soutenir Théophile, ce n'est pas ignorer les difficultés rencontrées par certains collègues, c'est refuser les simplifications brutales, les procès sans contradictoire et l'effacement de l'histoire collective du média. Nous appelons à la suspension immédiate de toute tentative d'éviction unilatérale, la mise en place d'une médiation indépendante et équitable, une reconnaissance claire de l'apport déterminant de Théophile à la ligne éditoriale, de l'innovation des formats et à la survie même du média. Donc en gros, ils veulent des remerciements, quoi. En gros, c'est ce qu'ils appellent à voilà, une reconnaissance de la plus-value de Théophile sur la ligne éditoriale.
Je comprends que ça peut être important pour la reconnaissance, etc. Vu tout ce qu'on a vu là, c'est pas, c'est pas à même, c'est pas nécessaire, quoi. J'arrive plus à m'expliquer, mais je sais pas ce que vous en pensez, encore une fois, hein. Dites-moi en commentaire. Mais la première page, c'était déjà des louanges envers Théophile. Là, on veut flatter l'ego de Théophile. C'est encore pour moi une question d'ego. Nous sommes attachés à un média libre, cohérent, démocratique et digne, loin des règlements de compte. Nous demandons un retour à l'intelligence collective, à la mémoire des luttes partagées et à la justice. Détruire Théophile, c'est affaiblir l'esprit même du média tel qu'il s'est construit. Non, c'est rendre hommage à l'esprit même du média qui a détruit, au fur et à mesure, toutes ses têtes. Le soutenir, c'est préserver l'exigence d'un projet médiatique à la hauteur de ses ambitions. Moi, ça me gêne encore un peu ce type de communiqué. Encore une fois, je comprends la reconnaissance au travail, la reconnaissance dans ses luttes, dans son apporté, c'est important. Sauf que le média, c'est quelque chose d'un peu différent, c'est quelque chose qui propage des valeurs, qui se veut unique dans l'espace médiatique. On doit, limite, c'est pas des salariés, c'est des gens qui doivent s'effacer au vu de l'enjeu du média. Et que si Théophile est responsable de toute cette réussite, bah, tant mieux, il doit en être fier. Qu'on ne lui dise pas merci ou qu'on ne le mette pas en avant, c'est pas ce qui est plus important face à la lutte que représente le média. C'est un avis extérieur qui est facile à avoir de ma part, mais voilà, c'est là où ça me gêne un peu. Donc ce collectif très étrange, dont on ne sait rien, on ne sait pas combien de personnes c'est, il a 5 abonnés sur Twitter depuis, et qui a que ce message-là depuis 2007. Il me semble 2005, il a rejoint X en 2005. Je ne sais pas ce que c'est très étrange. Et on arrive à la fin de toute cette chose. Je ne sais pas s'il reste encore des gens, vraiment, vraiment, par compassion, par empathie. Si vous êtes encore là dans la vidéo, faites-moi un signe. Dites-moi que tout ça n'a pas été fait en vain, que comme Théophile, on va me remercier de mon travail, de mon implication. Dernière ligne droite. Communiqué du directoire du média. Le média traverse une période d'intense bouleversement depuis le printemps dernier. En mai, suite à la démission du précédent directoire, nous avons été élus par 66% des salariés réunis en assemblée générale pour prendre le directoire du média. Donc encore une fois, là, le directoire a été élu par 66% des salariés. Donc ces salariés soutiennent quand même majoritairement le directoire. Une première dans l'histoire du média. Cette transition vient naturellement questionner certains fonctionnements établis depuis notre prise de fonction le 7 mai. Notre priorité est claire, apaiser un climat social fortement détérioré et remettre le collectif au cœur du projet. Une tâche d'ampleur tant les blessures sont nombreuses, anciennes et enracinées. C'est dans ce contexte d'ouverture de la parole qu'un collectif de journalistes a porté une motion de défiance, encore un autre collectif, et c'est celui qui a porté la motion de défiance, mais on ne sait toujours pas combien de personnes, combien c'est, etc., à l'encontre du rédacteur en chef Théophile Kouamouo. Ce collectif y dénonce une gestion propice au mal-être et à l'épuisement professionnel, manque d'encadrement, manque de communication et de transparence, mise à l'écart. Kouamouo est accusé de mise à l'écart, ce qu'il a reproché, indication contradictoire, management toxique et anti-syndicalisme. Donc déjà, par rapport à tout ce qu'on a eu de notre ami Théophile, là, c'est une version qui est quand même très, très, très différente, qui semble portée par des salariés aussi. Et tout ce qu'on raconte là sur un nouveau directoire, un nouveau mode de fonctionnement, forcément, bah, ça implique des changements majeurs. Qui dit changement majeur dit toujours conflit, dit friction, dit résistance au changement. C'est normal. Donc, et surtout que s'ils veulent apaiser un collectif. Quand tu veux remettre un collectif en place, bah, dans ce changement-là, malheureusement, ce qui égratigne le plus, ce qui frotte le plus, c'est les égos, c'est les têtes, c'est les individualités qui ont pris une place importante
et ce qui semble être le cas quand même de Kouamouo, même s'il dit qu'il n'a pas de pouvoir, etc. C'est un rédacteur en chef. Il y a des gens qui se plaignent de manque de cadrement, manque de communication, etc. Et son ancienneté, sa survivance à toute la bataille Highlander qui a précédé, fait qu'il a dû prendre voilà, certaine aura ou certains pouvoirs qui peut bloquer un collectif. Mais encore une fois, j'ai l'impression de prendre encore parti, mais c'est que voilà, qu'une pensée, une réflexion. Et qui me base sur ces communications qui sont très vagues. Ce vendredi 11 juillet, la motion de défiance a été adoptée par 94% de la rédaction. Donc là, la motion de défiance a été adoptée par 94% de la rédaction, avec un taux de participation de 79%. Donc c'est quand même l'air d'être la voix du peuple. Mais encore une fois, on n'a pas combien de personnes, combien d'indépendants, combien ont pu voter, combien ne pouvaient pas voter, quelle part vraiment de l'électorat du média ça prend en compte. On n'a que des chiffres, et les chiffres, c'est 94% de la rédaction, avec un taux de participation de 79%. Donc on verra ce à quoi Théophile répondra, peut-être dans les prochains jours. Mais en tout cas, bah, c'est la voix du peuple, quoi, finalement. C'est quand même la voix du plus grand nombre, c'est pas juste le directoire. Nous précisons que 2 membres de ce directoire, Nadia Sweeney et Marion Lopez, sont journalistes. Ces dernières ont donc naturellement voté ne se prononce pas. Et donc dans les 94%, il y a 2 votes ne se prononcent pas. Dans ce contexte, nous souhaitons aussi dénoncer les communications publiques diffamatoires et outrancières diffusées depuis plusieurs jours par le rédacteur en chef sur différents canaux, visant à la fois le collectif, le nouveau directoire, mais aussi des journalistes et des chroniqueurs, nominativement. C'est clair qu'il a nommé voilà, ceux qui l'attaquent, notamment Paul Hellec, qu'il a bien nommé, qu'il a bien jeté en pâture à tout le monde. Nous dénonçons des méthodes manipulatoires qui visent à instrumentaliser des luttes essentielles pour détourner l'attention de problématiques internes soulevées par le collectif au mépris de la vérité. L'antiracisme mérite mieux que d'être instrumentalisé comme écran de fumée. C'est vrai. Malheureusement, on ne sait pas si c'est instrumentalisé ou si c'est du vrai racisme qui est dénoncé par Théophile. Nous réaffirmons ici notre engagement sans faille pour faire vivre un média féministe, antiraciste, écologiste, indépendant et à l'écoute de ses salariés. Pas de compromis avec la maltraitance, pas de place pour la discrimination, pas de tolérance pour la souffrance au travail. C'est notre ligne et elle est infranchissable. Le média ne peut être l'otage d'aucun ego. On revient toujours à ces histoires d'ego. Et je pense que c'est ça le fond du problème, en tout cas ça, le fond du problème que le directeur peut reprocher à Théophile. Je dis pas forcément que c'est son cas, même si j'ai plus ou moins sous-entendu. Mais en tout cas, le directeur, je pense, a cet ego vraiment en gros point de blocage par rapport à éventuellement toutes les modifications, toutes les évolutions qu'il veut apporter et remettre le collectif au centre plutôt que des individualités, des têtes d'affiche un peu qui pourraient venir. D'ailleurs, ils ont beaucoup moins de têtes d'affiche, en tout cas que je connais moi, puisque les Chikirou, les Aude Lancelin, les Denis Robert, c'était vraiment quand même des grosses têtes d'affiche, des grosses personnes connues, surtout dans le journalisme pour Aude Lancelin et Denis Robert, qui avaient déjà un background fort, et donc c'était vraiment des têtes d'affiche, quoi. Et j'ai l'impression qu'ils étaient passés à autre chose, et à se dire on ne prend plus une tête d'affiche là-dessus. Il appartient à celles et ceux qui, chaque jour, le font vivre. Nous ferons face au calme, avec calme, rigueur et loyauté, envers nos valeurs, nos salariés et nos soutiens. On est arrivé à la fin de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Beaucoup de redondance avec les saisons précédentes. On n'est qu'au premier épisode, encore une fois, je vous dis, ça va s'étaler. Je ne suis pas sûr de tout c'est couvert, mais au moins j'ai déjà couvert le bon gros début. Tout ça. On a vu qu'il y avait déjà du teasing sur des prochains épisodes, mais il y a beaucoup de redondance avec les saisons précédentes. Des dialogues qui sont copiés au mot près. Toujours un caractère très flou des faits qui sont décrits. Encore heureux, parce que déjà j'ai eu beaucoup à lire, mais il y a toujours des flous, des coupes, et donc on se demande qu'est-ce qui se passe vraiment. Quand c'est flou, il y a un loup, comme on dit, de tout ça. Et enfin, bref, la règle a été respectée. Celui qui a aidé à couper la tête du président voit sa tête coupée.
C'est toujours ce qui se passe. J'espère qu'il y en a qui ont survécu. Moi, je vais pouvoir aller me coucher et reprendre mes esprits face à tout cette flopée d'informations. J'ai essayé de vous aider au maximum, de vous donner des informations, de trouver tous ces communiqués-là, de lire globalement quelques tweets, mais ça pulle, hein, ça enchaîne, donc on ne peut pas tout suivre. Ça va s'enchaîner dans les jours à venir. On va avoir du sale qui va sortir, on va avoir des nouvelles histoires, des nouvelles attaques. Et encore une fois, le grand suspense, c'est de savoir si le média va survivre. Je suis toujours surpris. Est-ce qu'il va survivre ou pas? Ça, on ne le saura que à la fin de la saison et au début de la saison prochaine. Je vous remercie bien, restez connectés et à bientôt.